Bonsoir à tous. Je sais pas si vous... Ah, ça y est, vous m'entendez. Donc, je m'appelle Iyas Amadouche et en effet, je suis docteur en art. Et j'essaye de créer des installations qui modifient la perception du temps du spectateur. Très simplement, là, vous avez une œuvre qui s'appelle 1 sur 60 et qui a une certaine logique de fonctionnement que je vais vous expliquer après. Je vous invite à vous concentrer dessus. Christian Boltanski disait qu'il y avait 3 sujets en art. Il y a l'amour, le sexe, la mort. La mort, c'est un peu la perception du temps. La mort, c'est la vanité ultime. La mort, c'est notre rapport à l'existence. Et le temps, c'est notre rapport à l'existence qu'on a qui soit le plus subjectif parmi tous. C'est-à-dire que c'est une expérience qui est intrinsèquement pas partageable. Chacun a la sienne. Par exemple, moi, j'ai une montre de poignet qui a ça de particulier que c'est juste un cylindre en laiton. Pardon pour ceux qui ne voient pas au fond, mais qui vibre toutes les 5 minutes. Alors évidemment, quand je parle avec quelqu'un de particulièrement ennuyant, je le ressens, parce que ça vibre, et je le sens que ça vibre. Mais quand le temps passe vite, les choses sont plus simples, et du coup, j'oublie complètement qu'il est en train de vibrer. Ça peut sembler être un supplice, mais ça n'en est pas du tout un au final. Évidemment, l'une des autres raisons pour lesquelles on peut parler de temps, c'est que le temps est dans une accélération perpétuelle et constante. On vit dans un monde où tout va de plus en plus vite. Les distances disparaissent et on parle en temps. Je suis là dans 20, je suis pas là dans 15 km, mais je suis là dans 20 minutes, je suis là dans une heure, je suis là dedans. Donc on a l'impression de se téléporter d'endroit en endroit. Et il y a un petit rapport avec la téléportation là-dedans. Et dans ma recherche par rapport aux installations qui puissent modifier la perception du temps, j'ai été amené à utiliser un outil assez simple qui s'appelle l'hypnose. Alors ça peut faire peur, mais il n'y a pas de quoi, parce que c'est quelque chose qu'on éprouve tous les jours. Les sciences cognitives le définissent comme un état modifié de conscience qui a ça de particulier que finalement on l'éprouve tous les jours, sauf que pour les sciences cognitives, c'est quand on définit au préalable un objectif, qu'on rentre dans un état hypnotique. Donc il y a tout plein de systèmes, et eux l'utilisent pour les recherches quotidiennes, pour créer un état standard de la pensée qu'ils peuvent étudier et partager avec leurs pairs. Donc un état de conscience répétable, qui est un état d'hypnose et qu'ils peuvent faire mécaniquement. Ils ont des protocoles pour le faire. Et il y a des mécanismes, il y a des systèmes. Et c'est à ça que je me suis intéressé. Et vous allez le voir dans la prochaine vidéo, dès qu'elle arrive, que ces systèmes m'ont inspiré de façon multiple. Par exemple, là, vous avez un sablier. Alors ce sablier a un compteur juste en dessous et il a un dispositif en son centre qui compte le passage des microbits de verre qui le composent. C'est un peu mon fantasme, essayer de comprendre combien il y a de compter combien il y a de microbits de verre dans un sablier, parce qu'on sait que ça a une durée d'écoulement constante, mais à chaque fois qu'on le retourne, il va y avoir un tout petit delta qui va faire un décalage. Premièrement parce que les billes vont éroder le passage, donc du coup il y aura toujours plus de billes qui passeront. Et deuxièmement, mon système est un peu foireux en fait, parce qu'il y a juste un laser avec une photodiode et des microbits de verre qui passent. Donc à chaque fois que vous retournez le sablier, si vous y arrivez, parce qu'il est particulièrement lourd, et que le système recommence, bah, il va vous filer un nouveau nombre, et il va vous donner encore un nouveau nombre, et encore un nouveau nombre. Et donc on arrive dans une espèce d'approximation du nombre de billes, mais qu'on n'arrive jamais à quantifier. Et le sablier a quelque chose de fascinant qui est bien sûr relié avec la vanité du temps, parce qu'on regarde ça s'écouler. Et il y a autre chose qui est un autre outil assez fascinant, qu'on peut d'ailleurs trouver dans les cabinets d'hypnotiseurs, c'est les boules de cristal. Il faut savoir que ça existait déjà au XVIIIe siècle, qu'avant que les musées existent, on avait ce qu'on appelait les cabinets de curiosité, et les grands propriétaires pouvaient avoir tout un tas d'objets miraculeux, et les boules de cristal en faisaient partie. Au XVIIIe siècle, ce n'était pas répandu du tout comme objet, ça avait une facture tellement impressionnante qu'il suffisait simplement d'observer à travers pour être dans un état modifié de conscience. Et du coup, les hypnotiseurs du XVIIIe siècle l'utilisaient comme un outil pour créer un état modifié de conscience. Et il y a un deuxième moyen d'induction hypnotique dont vous avez certainement entendu parler, c'est celui du pendule. Le pendule, qu'on connaît avec le cinéma abstractionniste allemand, expressionniste allemand, c'est balader un pendule devant vos yeux et vous dire vous avez envie de dormir, vos paupières se ferment, vos yeux sont lourds et vous vous reposez et vous avez envie de dormir.
Là, ce que vous avez, c'est une multiplicité de plans dans cette pièce qui vous font aller tout le temps d'un côté à l'autre et essayer de comprendre le mécanisme. Et la personne qui est devant cette pièce se demande mais comment ça se fait que ça bouge de temps en temps alors que finalement cette mécanique elle est branchée, elle est on-off, la mécanisme bouge en permanence mais il y a un mouvement qui est complètement aléatoire. C'est simplement dû à un ensemble de frottements. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'était de parler d'un systématisme d'une approche mécanique et de la mettre en corrélation avec simplement une étrangeté dans l'effet qu'elle produisait. Et cette étrangeté, ça crée le décalage qui finalement vous fait rentrer dans un état modifié de conscience. C'est ça en fait, l'idée c'est d'essayer de créer une esthétique dans mon travail où vous avez quelque chose qui semble rationnel dans son fonctionnement mais qui dans l'effet qu'il produit ne l'est pas du tout. Et c'est ce que fait cette pièce-là, que j'ai continué avec cette troisième pièce, qui est... Il faut prêter attention, vous pouvez peut-être voir que la boule de cristal qui est tout en haut est en train de tourner. Et elle est parcourue de laser, qui est l'instrument archétypal de l'étude scientifique. Et donc, vous voyez, elle repose simplement sur 3 moteurs, et quand elle tourne, on voit toutes les imperfections de surface. Et simplement, dans cet objet qui est magnifique, je cherchais à en révéler les mécaniques, c'est-à-dire révéler les mécaniques de la boule de cristal, c'est-à-dire montrer comment elle est faite, parce que le laser est diffracté et projette au mur toutes les imperfections qu'il y a sur la sphère, qui semblent a priori parfaites, et en même temps créer un espèce de dispositif de fascination qui peut faire penser aux astres, qui peut faire penser à l'exploration spatiale, et qui peuvent servir comme amorce hypnotique. Mais pour finir, je reviens à cette pièce-là, qui a une logique particulière dans son fonctionnement qu'on comprend surtout au début. À chaque seconde qui s'écoule, la trotteuse se fractionne d'un segment supplémentaire. C'est-à-dire que là, comme elle prend le quart, je peux deviner qu'il y a 15 secondes. Comme elle prend une fraction supplémentaire, je peux deviner qu'il y a à peu près 20 secondes. Et elle va continuer. Et si vous prêtez particulièrement attention, vous allez voir que le mouvement est en train de s'accélérer, encore et encore et encore. Et le système va continuer à se fragmenter. Et dans cette boîte de pétri qui est toute blanche et qui est complètement expérimentale, ce que j'essaye d'inviter la personne à faire comme expérience, c'est celui du ralentissement de la perception du temps. Parce que c'est un effet secondaire de l'hypnose. À chaque séance d'hypnose que vous générez chez quelqu'un, vous allez lui demander, parce qu'il faut tout de suite couper avec tout ce qui s'est fait, combien de temps vous avez ressenti qui s'est écoulé depuis le début de la séance. Et il va vous dire demi-heure, et en fait ce sera toujours un temps ralenti qu'il aura perçu, et qui est d'un rapport du double. Donc cette pièce qui va comme ça se fragmenter, se fragmenter, se fragmenter, elle marche sur le même système que je viens de vous expliquer. C'est l'idée d'un biais cognitif qui est simple, c'est que vous avez un système qui est logique et qui, au final, commence à progressivement dépasser votre entendement. Il va saturer votre perception et vous n'allez plus pouvoir le comprendre complètement explicitement, mais votre cerveau inconscient va savoir quelle est la mécanique qui le régit. Et plus vous avancerez dans cette mécanique, plus vous allez rentrer dans un état modifié de conscience. Un état que vous faites en général, tout le monde fait de manière quotidienne en prenant une douche, en conduisant une voiture, et je sais pas, en écoutant par exemple quelqu'un parler en conférence parce qu'il est profondément concentré dans un propos qui est constant et qui va parler de cette manière-là. Et là, par exemple, ce que je suis en train de faire, c'est ce qui pourrait s'apparenter à une forme d'hypnose conversationnelle. Et c'est simplement le fait de parler avec plusieurs termes techniques et de ne jamais quitter ce même flux monotone de paroles et de continuer jusqu'à ce que la concentration soit complètement dilapidée dans le propos et que finalement, vous soyez vous-même tous, chacun, dans vos pensées. Et dans vos pensées, c'est exactement ce qu'on appelle un état modifié de conscience. Et ce que je souhaite faire avec ça, c'est simplement démystifier ce qu'est l'hypnose. L'hypnose, c'est juste un outil qu'on a tous sur soi, qui est un outil qu'on pourrait appeler de reprogrammation de soi, et que vous pouvez faire l'expérience, par exemple, certains d'entre vous la font probablement maintenant, vous pouvez la faire dans l'ennui, vous pouvez le faire de manière consciente ou semi-consciente, mais cet outil de reprogrammation de soi, c'est une arme que vous avez tous, et que vous pouvez utiliser,
qui a plusieurs vertus, et notamment thérapeutique. C'est ce que j'essaye de partager dans mon travail et dans mon art, et avec vous ce soir. Merci pour votre attention.